Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, jeunesse chrétienne et entrepreneuriat, défis et innovations. C'est sous ce thème que la JAD de la région ecclésiastique de Borodougou tient pour la première fois la conférence des jeunes entrepreneurs de sa région. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table. À l'occasion de la 18e édition de la semaine numérique, le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a reçu en audience les ministres maliens et nigériens de la transition digitale. Le point de la rencontre pour vous. Vous savez, depuis le 14, nous avons la 18e édition de la semaine du numérique et à cette occasion-là, nous avons eu l'honneur de recevoir 2 fortes délégations des pays frères et amis du Mali et du Niger. Le Mali est le pays invité d'honneur de cette 18e édition de la semaine du numérique et le Niger invité spécial. On a profité, on va dire, de l'opportunité de cette semaine-là pour essayer de matérialiser l'esprit de l'Alliance des États du Sahel dans le secteur du numérique. Comme vous le savez, nos 3 chefs d'État ont voulu, par la création de cette alliance-là, unir leurs forces pour reconquérir tous nos 3 territoires, pour pouvoir combattre le terrorisme et libérer nos populations, mais également booster le développement socio-économique de nos pays. Donc cette alliance doit se matérialiser dans tous les domaines et aujourd'hui tout le monde reconnaît le numérique comme un instrument accélérateur du développement. Donc il était important pour nous de pouvoir contribuer avec ce secteur-là à l'Alliance, à son développement et pouvoir booster le développement socio-économique de nos 3 États. Justement, comme je le disais, on a profité de cette semaine où tous les 3 ministres ont pu se retrouver pour travailler sur un projet de mémorandum que nous venons de remettre à son Excellence le Premier ministre lors de cette audience-là. Et dans ce projet de mémorandum, nous avons listé un certain nombre de projets sur lesquels nous aimerions, dans les meilleurs délais, commencer pour pouvoir justement concrétiser cette alliance-là dans le secteur du numérique. Donc ces projets-là couvrent plusieurs domaines. Il y a les infrastructures numériques, il y a la cybersécurité, il y a également les activités postales. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer notre collaboration dans ces domaines-là, unir nos forces, nos intelligences pour pouvoir aller vite et bien. Toujours audience à la primature, chaque 15 octobre est commémoré au Burkina Faso l'anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. La célébration de cette année a connu une particularité, celle d'élever le révolutionnaire au rang du héros de la nation par les autorités actuelles. Une chose qui réjouit le comité du mémorial Thomas Sankara qui a donc échangé avec le Premier ministre. Le commentaire est de Abibalaï Bourema. Le 15 octobre dernier, journée marquant l'anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara, le gouvernement burkinabé avait officiellement élevé ces derniers au rang des héros de la nation par un décret du président Ibrahim Traoré. Satisfait de cette commémoration exceptionnelle, le comité international du mémorial Thomas Sankara a tenu à passer dire merci au gouvernement burkinabé et lui demander de transmettre à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition et chef de l'État, vraiment ses sentiments de satisfaction et de gratitude par rapport à la commémoration exceptionnelle du 36e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara, qui a été ponctué d'un hommage tout aussi exceptionnel à travers notamment l'élévation du président Thomas Sankara au statut de héros de la nation, à travers le fait qu'une journée est dédiée désormais par décret à cet hommage national, le 15 octobre de chaque année dans l'ensemble du pays. Nous avons aussi salué le baptême d'un boulevard au nom du président Thomas Sankara. Nous avons salué la pose de la première pierre du mausolée qui sera réalisée au nom du
président Thomas Sankara et pour ses compagnons qui ont été assassinés avec lui. Et vous savez aussi qu'un projet national qui sera géré par l'État a été mis en place pour réaliser les infrastructures du mémorial Thomas Sankara, mais aussi pour mener un travail d'éducation, de formation de la jeunesse sur le terrain, de collecte des souvenirs, tout cela pour faire du mémorial un creuset d'unité pour notre peuple et de progrès pour notre peuple et avec tous les peuples du monde. Nous avons aussi saisi cette rencontre avec le Premier ministre a été aussi une occasion pour les comités de demander des conseils et orientations pour leur conduite et réaffirmer leur soutien indéfectible au gouvernement, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie et à toute personne qui œuvre pour le retour de la paix. Nous vous l'annoncions en titre, c'était un projet. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le bureau de la JAD de la région ecclésiastique de Bogodougou a relevé le défi de tenir la conférence des jeunes entrepreneurs de Bogodougou sous le thème jeunesse chrétienne et entrepreneuriat, défis et innovation. Une rencontre qui s'est tenue à la salle de conférence de la FEME. Le reportage est de Odette Zouangena. Gédon Tapsoba. Je suis juriste de formation et styliste de profession. J'ai décidé de prendre part à ce panel parce que je vois que c'est une ouverture au monde de l'entrepreneuriat et côtoyer aussi les aînés qui ont l'expérience, qui pourront nous garnir de conseils et comment évoluer dans le domaine entrepreneurial. À l'instar de Esther Sango, ils sont plus d'une centaine de jadis qui n'ont ménagé aucun effort pour prendre part à la première édition de la conférence des jeunes entrepreneurs chrétiens, une initiative du bureau de la JAD de la région ecclésiastique de Bogodougou. Il faut dire que c'est un constat. Nous avons remarqué que dans l'église, on parle beaucoup plus de développement spirituel, mais le côté développement économique des jeunes est un peu négligé. Voilà, on nous encourage à prier, etc. C'est bien, mais nous pensons qu'il faut maintenant que nous allons au-delà de cela, en regroupant les jeunes, en essayant de les donner le savoir par rapport à notre temps, parce que les temps ont changé aussi, et surtout nous mettre ensemble pour pouvoir se développer économiquement. Le contenu est vraiment riche parce que nous allons à travers des panélistes qui sont des hommes avertis sur la question de l'emploi de la jeunesse, voilà, qui vont développer en tout cas un certain nombre de thèmes en lien avec le sujet. Et au-delà de ces panels, il y aura aussi un temps de partage des entrepreneurs. On a en plus de cela prévu une petite exposition où des jeunes vont montrer un peu chacun son savoir-faire. Bon, ça peut être incitateur pour d'autres personnes afin que, en tout cas, on puisse commencer à se développer sur ce domaine. Durant 2 jours, les participants vont mûrir les réflexions autour du présent thème « Jeunesse chrétienne et entrepreneuriat, défis et innovation ». Un thème interpellateur qui ne laisse pas indifférent le président national de la JAD et le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi ici représentés. Le thème a été bien choisi. Est-ce que je vais dire choisi? Je dirais plutôt inspiré. Parce que vu la pertinence du thème, vu la qualité du thème, je ne doute pas, cela vient de Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour ce qu'il donne de bonnes initiatives comme ça à la JAD, à la jeunesse, et qu'il communique cela à ses serviteurs pour qu'ils puissent partager avec les autres. Vraiment, je suis très content. Ma mission est, en tant que ministre, est de créer un environnement propice à la croissance et à l'épanouissement des jeunes. Pour cela, je suis résolument engagée à soutenir les initiatives entrepreneuriales, à faciliter l'accès aux ressources nécessaires et à travailler pour que chaque jeune puisse réaliser ses aspirations entrepreneuriales. Cette conférence offre une opportunité d'apprentissage, de réseautage et d'inspiration pour les participants, surtout de réseautage. Il faut profiter
et nouer en tout cas plusieurs partenariats parce que dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat, c'est le réseautage qui peut vraiment vous aider. En sa qualité de parrain, l'ancien Premier ministre Tetu Zongo a, dans le même ordre d'idées que ses prédécesseurs, présenté l'entrepreneuriat comme une vocation spirituelle. Chers jeunes entrepreneurs, en participant activement aux travaux organisés à votre profit, en partageant vos histoires personnelles, vos expériences et en écoutant celles des autres, vous construisez un réseau qui transcende les affaires pour créer une communauté de gagneurs. C'est pourquoi je souhaite que cette conférence soit une plateforme qui servira à élargir vos horizons, permettra de forger des amitiés durables, permettra de discerner comment votre parcours entrepreneurial peut répondre à votre mission de vie. Le conseil régional de Borodougou a su le même temps exhorter la jeunesse à l'assiduité, à la pratique et à la persévérance, gage de tout succès. À noter que le bureau régional s'est fixé comme objectif de favoriser le regroupement des jeunes de sa région en vue d'une part de leur consécration à l'œuvre de Dieu et d'autre part de leur développement holistique. Nous parlons de migration pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Expulsion de migrants au Rwanda. Londres promet un nouveau traité avec Kigali pour les demandeurs d'asile sans enfants, selon le droit international. Le gouvernement britannique a promis jeudi un nouveau traité avec Kigali dans les jours qui viennent pour expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile sans enfreindre le droit international, au lendemain d'un rejet par la Cour suprême. Les hauts magistrats avaient estimé que le Rwanda n'est pas assez sûr pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, mais le ministre de l'Intérieur James Cleverly souhaite voir décoller les premiers vols l'année prochaine. La position du Rwanda en la matière est de respecter toutes les décisions rendues par les tribunaux en général, en particulier lorsqu'il s'agit d'une décision de la Cour suprême. Toutefois, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être en désaccord avec la Cour. Si les juges britanniques ont estimé que l'envoi de demandeurs d'asile au Rwanda était illégal, ils auraient pu se rendre d'abord au Rwanda. S'ils pensent que le pays n'est pas sûr, pourquoi ne pas se rendre au Rwanda pour mener leur propre enquête? Le Royaume-Uni aurait dû inviter le Rwanda à participer à l'audience du tribunal. Mais rien de tout cela n'a été fait avant l'arrêt rendu hier par la Cour suprême. Cet accord, qui court sur une durée de 5 ans, prévoyait que Londres verse en contrepartie à Kigali 160 millions d'euros pour la prise en charge des migrants expulsés. Pour de nombreux Rwandais, c'est la déception. Je ne pense pas que le jugement d'un pays puisse affecter l'image d'un autre pays. Pour des raisons évidentes et multiples, tout d'abord, les tribunaux britanniques ne sont pas au courant de la situation au Rwanda. Ils ne vivent pas au Rwanda et ne sont pas habitués à ce qui s'y passe. La décision de la Cour n'est pas la dernière étape. Ce n'est qu'une étape dans un processus de longue haleine. Et je pense que les deux parties continueront à travailler ensemble. En tant que juriste dans ce pays, je sais que de nombreuses formations sont organisées pour préparer ces personnes une fois qu'elles seront envoyées ici. Et nous pensons qu'elles seront envoyées ici car c'est dans leur intérêt. Le Rwanda déclare qu'il s'efforcera de travailler avec le Royaume-Uni sur un traité juridiquement contraignant afin de mettre à nouveau l'accent sur les garanties existantes et qui sont nécessaires à la réussite de ce partenariat. Pendant ce temps, de l'autre côté, freiner l'arrivée des migrants en Europe en externalisant les demandes d'asile, si l'idée séduit plusieurs pays membres de l'Union européenne, elle se heurte cependant à des obstacles juridiques de taille.
Plus de 204 000 personnes ont déposé une demande d'asile en Allemagne depuis janvier, un chiffre en hausse de 77%. Alors pour y faire face, l'idée de délocaliser le traitement de ces demandes dans des pays hors de l'Union européenne séduit. Et cette politique gagne du terrain ailleurs en Europe, en Italie, au Danemark, mais aussi en Autriche. European governments see this idea of offshoring asylum processing, moving it elsewhere, as a way to possibly make the return of those who are in need of protection easier, because they wouldn't be admitted to the EU. L'Italie a trouvé un accord avec l'Albanie le 6 novembre dernier pour y transférer ses demandeurs d'asile en attendant que leurs demandes soient traitées par les autorités italiennes. Mais ce projet inquiète certains experts. There is the risk of differential treatment between asylum application that will be examined in Italy and asylum application that will be examined in Albania. Indeed, we have to remember that Albania is not bound to European law and regulation on asylum. This means that there could be some issues in terms of the human rights of the asylum seekers. L'accord prévoit la construction de 2 centres pour accueillir des migrants sauvés en mer par l'Italie. Mais il soulève des questions juridiques. Le droit européen n'admet pas que tous les demandeurs d'asile soient automatiquement détenus. Il exige une individualisation, un examen individuel de chacun des cas. Il exige également que la détention ne soit pas la solution utilisée en premier ressort et qu'on examine la question de savoir s'il existe ce qu'on appelle des alternatives à la détention. Une première évaluation juridique de la Commission européenne indique que le droit européen n'est pas applicable en dehors du territoire de l'UE, mais pour l'instant, aucun projet entre un pays membre de l'UE et un pays tiers n'a encore abouti. Et l'échec récent d'un projet similaire outre-Manche ne présage rien de bon pour l'avenir de cet accord. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a jugé illégal le partenariat prévu avec le Rwanda. 41e journée de la guerre entre Israël et le Hamas zoom sur des pompiers américains bénévoles en Israël. Le métier de pompier comprend toujours des risques, y compris en temps de paix. Mais les professionnels des services d'incendie et de secours d'Israël sont formés à toutes sortes de situations. Malheureusement, l'attaque terroriste du 7 octobre a pris tout le monde par surprise. Je vis dans le sud, je me suis réveillé au son des tirs de roquettes qui ont frappé la ville où je vis. J'ai été appelé à plusieurs endroits qui ont été touchés par des frappes directes et dévastatrices qui ont fait de nombreux dégâts. Depuis, j'ai soigné des gens et j'ai vu plus de sang que je n'en ai vu au cours de toute ma vie. Les pompiers d'Ashkelon et de tout Israël ont été témoins de nombreuses situations difficiles depuis le début de la guerre. Mais ce qui les a aussi impressionnés, c'est la bravoure et l'héroïsme des pompiers bénévoles américains. La manière dont cette pompe fonctionne est incroyable. C'est le cas du pompier et ambulancier Derek Barksdale, du service d'incendie de Saint-Georges à Bâton-Rouge, en Louisiane, qui a quitté sa femme et ses 4 enfants pour répondre à l'appel. Pourquoi avez-vous répondu à cet appel après avoir vu ce qui s'est passé le 7 octobre ? Personnellement, je suis chrétien et je suis fatigué de toute cette haine. Il y a beaucoup de négativité aux États-Unis autour de toute cette situation et je trouve ça assez dérangeant. Je voulais que les équipes locales sachent qu'elles sont soutenues et que nous sommes là pour les aider. Derek fait partie des 60 pompiers américains qui se sont portés volontaires pour venir en Israël depuis le 7 octobre, dans le cadre d'une initiative appelée Bénévoles d'urgence, qui a permis de faire venir des dizaines de travailleurs médicaux américains en renfort des services d'urgence israéliens. Nous ne bénéficions pas seulement d'un soutien moral à l'international, il y a aussi des dizaines et des dizaines d'Américains prêts à venir ici et à s'engager à nos côtés pour lutter contre ces incendies. Chaque jour passé avec les pompiers américains dans les casernes me donne la chair de poule car je sens que nous ne sommes pas seuls. On porte des gilets pare-balles parce que certains appels nous font aller près de la frontière avec Gaza. Derek a vécu de nombreuses catastrophes naturelles, dont l'ouragan Katrina en 2005. Mais il affirme que cette fois, la situation ne ressemble en rien à ce qu'il a pu connaître auparavant. La différence, c'est que d'habitude, on a affaire à la communauté locale, à des gens de Louisiane. On ne subit pas de tirs de roquettes et on n'a jamais eu à se réfugier dans un bunker. Ici, on est dans un pays différent et on aide les gens.
Mais c'est la guerre et ce qui est fou, c'est que les Israéliens sont habitués à tout ça et que ça ne devrait pas être le cas. Derek est aussi impressionné par l'efficacité des pompiers et sauveteurs israéliens, ainsi que par la fraternité qui règne au sein des équipes. Les pompiers se comportent comme des frères ou que vous alliez, mais ici c'est encore différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, je le ressens du fond de mon cœur. À quel point ils sont accueillants, à quel point ils ont pris soin de nous. Et nous, on essaye d'inverser les rôles, en prenant soin d'eux. Comment est-ce qu'on se sent face à une situation aussi horrible ? Honnêtement, depuis le 7 octobre, ma réponse est la suivante. Reposez-moi la question quand la guerre sera terminée. Nous sommes très occupés en ce moment. Nous ne nous posons même pas la question et nous n'avons pas le temps d'y penser. Entre les opérations de recherche et de sauvetage, les urgences de routine, les tirs de roquettes, il y a beaucoup à faire et ça nous occupe. Le moral est bon, encore meilleur quand on sait que les Américains sont ici avec nous et que nous allons surmonter cette guerre ensemble. Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, l'apôtre Paul nous interpelle sur l'importance de l'amour ou de la charité. Au verset 4, par exemple, il nous dit que la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Voici donc autant de qualités de l'amour ou de la charité dont l'application nous serons tous bénéfiques dans un monde en proie à la violence. Et pour ce week-end, nous vous exhortons à méditer la suite de ce passage de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Cela vous fera du bien dans vos cœurs, également dans vos vies. Fin de cette édition, Aristide Ouedraogo a réalisé ce journal. Vous nous avez reçus depuis Toussiana ou Banfora. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus.